Shalom à tous, Erev Tov. Comme chaque 2 semaines, on est très heureux de se retrouver avec Georges, Moadim et Simcha, pour ceux qu'on n'a pas eu l'occasion de leur dire. Et on continue donc avec les Juifs et notre ami Georges Spira. À toi l'honneur. Merci beaucoup. Bonsoir à tout le monde. Chag Sameach, Moadim le Simcha. Gmar Chatima Tova. Ça se termine bientôt. On fait un petit résumé comme d'habitude. C'est nécessaire parce que notre histoire est compliquée. On avait commencé la dernière fois, on a parlé de la fin du Moyen-Âge jusqu'à l'époque moderne. Et je vous avais expliqué que la périodicité de l'histoire du monde arabe n'est pas la même que celle de l'histoire du monde européen qui se partage entre au Moyen-Âge, Renaissance, etc. Dans l'histoire du monde arabe, la périodicité se définit par les périodes d'invasion et nous avions vu qu'il y a 3 périodes d'invasion. La première, c'est l'invasion des troupes arabes qui conquièrent une grande partie du bassin méditerranéen et également en direction des Balkans et de l'Espagne. Je demande à Claude de te mettre en plein écran. Johan, tu peux me mettre en plein écran? Oui, oui, je préfère. Normalement, les gens ils doivent savoir le faire. Vous allez en haut à droite, ceux qui n'ont pas encore compris, en haut à droite de votre écran, vous pouvez mettre affichage intervenant. Mais là, je vais vous faire passer pour tout le monde. Par contre, toi, je vais devoir, si tu veux voir. Sur affichage. Voilà, je racontais donc qu'il y avait 3 périodes. La période de l'invasion des troupes arabes dans le monde méditerranéen et en Espagne. Il y a une deuxième période, c'est le mouvement inverse, c'est l'invasion du Moyen-Orient par des peuples nomades ou semi-nomades des steppes, qui sont les Turcs et les Mongols. Cette invasion-là aura comme effet la fin du système de gouvernement qui prévalait auparavant, un califat pour tout le monde musulman, et ça c'est terminé. On va avoir une multitude de califats et qui vont engendrer également des guerres et des bagarres entre les différents califats. La troisième période qui définit l'histoire du monde musulman, c'est l'invasion de l'Europe, venue d'Europe, et qui engendrera la fin de la horde d'or des Tatars en Russie, l'expulsion des Ottomans qui seront chassés des Balkans, et l'avancée des troupes russes en direction de la mer Noire, du Caucase et de la Caspienne. Voilà, et on s'est penché plus spécifiquement sur la deuxième période, c'est-à-dire l'arrivée des Mongols et des Turcs dans ces régions de Moyen-Orient. Cette période s'achèvera avec l'envahissement par les colonisateurs européens. On verra arriver au XIIe siècle les Turcs et au XIIIe siècle les Mongols, lesquels Mongols vont dominer toute l'Asie mineure, l'Iran et aussi une partie de l'Asie centrale. Quant aux Turcs, eh bien, les Turcs, vous savez ce qu'ils vont devenir. En fait, il y a à ce moment-là 6 centres de pouvoir dans le monde islamique. Donc, suite à l'explosion du califat, il y a l'Égypte et la Syrie, l'Afrique du Nord, l'Inde, l'Asie centrale, l'Iran et la Turquie. Sur ces 6 centres de pouvoir, 5 sont dominés par les Turcs ottomans. Maintenant, l'Empire ottoman. Pour retenir les dates, c'est assez facile. Il naît en 1299, pour faire simple, en 1300. Il est fondé par un Turc d'Anatolie qui s'appelle Osman. Et cet empire ottoman va s'éteindre après la Première Guerre mondiale en 1923. Les Ottomans vont renverser les Mamelouks au XVIe siècle, les Mamelouks qui règnent en Égypte, qui sont des descendants d'esclaves et qui vont créer une dynastie qui va durer 3 siècles. Et ils s'emparent donc de l'Égypte, de la Syrie, de la Palestine et de l'Arabie. Plus tard, l'Empire ottoman annexera également l'Afrique du Nord, la Libye, la Tunisie, l'Algérie, mais pas le Maroc. Et ça, il faut bien le noter.
et le fait qu'elle n'annexe pas le Maroc fera que l'histoire de la communauté juive du Maroc sera singulièrement différente de l'histoire des autres communautés des pays musulmans. En 1534, les Ottomans arrachent l'Irak à l'Iran, qui dominait les deux régions. Donc l'Iran passe dans le giron de l'Empire ottoman. Mais en 1683, parce que comme on dit en alsacien, les arbres ne poussent pas tout droit jusqu'au ciel, les Ottomans sont bloqués devant Vienne en Autriche. Ils s'y reprennent à 2 fois pour conquérir la ville, n'y arrivent pas. Ils perdent Buda et sont obligés de signer des accords de paix et un traité de paix. Ils sont vaincus. 1783, donc 18e siècle, les Russes annexent la Crimée, qui était turque auparavant, et fondent la ville d'Odessa en 1795. Donc vous voyez, une grande ville avec une histoire juive énorme, dont on a parlé, dont on reparlera, date de 2 siècles simplement. C'est très récent. L'Iran et l'Asie centrale sont dominés par les Mongols, et lesquels Mongols seront évincés par une nouvelle dynastie en Iran qui s'appelle les Safavides au XVIe siècle, lesquels Safavides vont fonder donc, les bases de la Perse moderne, de l'Iran actuel. Quant en ce qui concerne l'Asie centrale, les Mongols y resteront majoritaires jusqu'à l'avancée des Russes au XIXe siècle, donc assez tard dans l'histoire, et ils perdront donc tout pouvoir à ce moment-là. En Inde, l'Inde est turque depuis le XIe siècle, enfin sous domination turque depuis le XIe siècle. Les Turcs seront détrônés par les grands Moghols qui sont les descendants de Tamerlan ou Timurlan, et ils resteront, les grands Moghols, au pouvoir jusqu'à l'arrivée des Anglais, donc une période relativement récente également. Ça, c'est pour le monde musulman. Je dis bien musulman et pas arabe, parce que les Perses ne sont pas des Arabes, mais ce sont des musulmans. Les Turcs ne sont pas des Arabes, mais ce sont des musulmans. Maintenant, dans ce monde, on a aussi abordé un petit peu l'histoire de la communauté juive, parce que c'est finalement ce qui nous intéresse. Et nous avons vu qu'au début du XIIe siècle, nous avons 2 grandes communautés. Une communauté en Iran et une communauté juive arabe, du monde arabe, de tout le reste des possessions islamiques. Alors en Iran, la langue qui est utilisée, c'est le perse. Et l'Iran, ça concerne également les communautés juives d'Afghanistan et de l'Asie centrale, l'Ouzbékistan, le Kyrgyzstan et l'Azerbaïdjan, là où il se passe beaucoup de choses aujourd'hui, sont également sous culture perse et dans le giron culturel de l'Iran. À l'arrivée des Safavides en Iran, donc au XVIe siècle, cette communauté qui était unie sous le chapeau perse va être coupée en 2 entre la communauté juive d'Iran d'un côté et les communautés juives d'Asie centrale. Tout ça, on le reverra en détail. C'est vous donner les grandes lignes parce que l'histoire est un peu complexe. Et d'un autre côté, cette communauté juive d'Asie centrale va elle-même être coupée en 2 au XVIIIe siècle lors de l'apparition de 2 nations qui seront Boukhara et l'Afghanistan. Donc, des communautés qui vont éclater et qui vont se développer indépendamment les unes des autres avec peu de contact entre elles. Ça aussi, c'est important à noter. Maintenant, pour le reste, depuis l'Irak jusqu'au Maroc, on a une multitude de communautés juives arabophones, donc de langue arabe, et qui vont développer une culture particulière. Nous avons encore une 3e communauté qui est assez curieuse et qui ne fera pas date, c'est la communauté juive de l'ancien empire byzantin. Elle se situe en Asie mineure, dans les Balkans, évidemment une partie également en Turquie. Ces gens parlent le grec. Ils n'ont pas connu d'autres dominations jusqu'à l'arrivée des Ottomans. Donc leur langue vernaculaire, c'est le grec. Et
elles vont passer sous domination turque, ce que je viens de vous dire, mais elles vont être littéralement submergées par l'arrivée massive des juifs séfarades. Alors attention, quand je parle là de juifs séfarades, il s'agit bien des juifs d'Espagne ou du Portugal, à distinguo par rapport aux juifs arabophones. Alors aujourd'hui, le chapeau de juifs séfarades comprend toute cette communauté d'origine espagnole ou arabophone, mais à l'origine, les juifs séfarades, et séfarades c'est le nom de l'Espagne en hébreu, ce sont les juifs d'Espagne et du Portugal. Alors, la question sur les romagnotes, j'y viens tout à l'heure. Donc, les juifs qui arrivent après l'expulsion des juifs d'Espagne vont littéralement submerger cette communauté byzantine et va lui donner toute sa coloration contemporaine. Maintenant, partout, le destin de ces communautés est strictement calé sur le niveau intellectuel et économique des pays. Là où l'économie et la culture fonctionnent correctement, les communautés juives se portent bien. Là où ça fonctionne mal, les communautés juives se portent mal. Schématiquement, grosso modo. On verra quand on rentrera dans le détail, il y a des nuances à apporter à ce que je viens de dire. Maintenant, d'où est-ce qu'on sait tout ça? Eh bien, on a des documents. On n'a pas beaucoup de documents sur la période pré-ottomane. Il y avait peu d'écrits, sinon des tchouvot, qui donnent quelques indications, mais ça va pas très loin. Par contre, à partir de la période ottomane, on a énormément de documentation de différentes origines. Des documents juifs, des documents ottomans et des documents européens, parce qu'il y avait beaucoup de voyages et beaucoup d'échanges et beaucoup de commerce et beaucoup d'allers-retours, et donc on a des relations de ce qu'on rencontre. En ce qui concerne les documents juifs, nous avons vu qu'il y a beaucoup de tchouvot qui viennent de Salonique, d'Istanbul et de Smyrne. Donc 3 centres juifs très vivants, très actifs, avec des rabbins qui apportent des réponses à toutes sortes de questions. Par ailleurs, nous avons une chronique écrite en hébreu qui date de 1554 et qui a été rédigée en Crète. En Crète, où nous verrons qu'il y avait une communauté juive. Et puis, on a également une chronique écrite en hébreu qui a été écrite en Italie. Et puis, il y a aussi encore 2 séries de documents qui sont conservés à Londres, qui datent du XVIIe et du XVIIIe siècle, et qui ont 2 noms. Les Cantivos, qui répertorient la totalité des sommes qui ont été versées pour acheter des prisonniers. Alors, d'où viennent ces prisonniers juifs? Ça peut être des rapts, ça peut être des pirates sur la mer, ce sont des corsaires, ce sont des prises d'otages, toutes sortes de cas se présentent. Et donc, on rachète les juifs et on a strictement comptabilisé les sommes qui ont été dépensées pour ça, les cantivos. Et par ailleurs, on a un deuxième recueil qui s'appelle Terra Santa, qui répertorie toutes les sommes qui ont été envoyées pour aider le Yishuv en Israël, pas le Yishuv du sioniste du 19e et du 20e, la présence juive en Israël qui a été permanente et qui était extrêmement pauvre et soutenue par les communautés de diaspora. Voilà. Et puis, on a beaucoup de documents ottomans à partir du 19e siècle. Et ces documents sont très intéressants parce qu'ils montrent d'une part le rôle très important des Juifs dans le commerce international et ils nous rapportent des récits de voyage. Voilà, alors on en était là et on va continuer sur notre histoire de documents si vous voulez bien. Alors ces archives ottomanes, je vous ai dit, elles parlent du rôle des Juifs dans le commerce, mais pas spécifiquement parce que Juifs. Les Juifs, ça n'intéresse pas les Ottomans. Les Juifs, ce sont des dhimmis. Ce sont des êtres sans valeur, sans aucun intérêt. Donc, on en parle très peu explicitement, sauf des cas particuliers, quand par exemple, un Juif est condamné. Ah, ça, là, c'est intéressant, il faut le relater. Pour le reste, le Juif est un dhimmi sans intérêt. Et on a quelques exemples de condamnation. Par exemple, les chroniques de Rachid, qui datent de 1666-1667,
parle de l'exécution d'un juif et d'une femme turque qui ont eu le malheur de forniquer ensemble, ce qui est évidemment impensable dans le monde musulman, et donc les deux ont été exécutés. En 1716, on nous relate l'exécution de 3 juifs accusés d'avoir battu un enfant turc qui s'appelait Célébizane. Vous voyez que c'est très précis, parce que vous savez que le statut de dhimmi permet à des gosses de jeter des pierres à des juifs, mais ne leur permet pas de répliquer ou de se défendre. Ils se sont défendus, les 3 ont été pendus. On a aussi la relation suivante. En 1726, les Ottomans détruisent tout un quartier d'habitation juif, comme ça, sans demander leur reste, pour construire à la place la mosquée qui existe toujours de Yeni Yami. Voilà le nom, Yeni Yami, selon les conseils de notre ami Josette. J'ai mis les noms compliqués sur un petit bout de papier. Voilà. Par contre, alors on a d'autres documents qui nous parlent, eux, des Juifs et qui sont qu'on retrouve dans les capitales provinciales de la Turquie d'aujourd'hui. Mais pas seulement dans ces capitales-là. Également, écoutez, l'empire est colossal, il est énorme. On trouve ces archives à Damas, à Alep, à Jérusalem. Vous voyez un peu la carte, c'est très divers et varié. À Sofia, au Caire, toutes des villes qui ont été autrefois ottomanes. D'ailleurs, M. Erdogan nous a rappelé la semaine dernière que Jérusalem lui appartenait, puisque les Ottomans étaient propriétaires ou dominaient Jérusalem à l'époque ottomane. Donc, nous sommes prévenus, le fou d'Ankara, il veut remettre la main sur Jérusalem. On ne va peut-être pas le laisser faire non plus. Hein. Alors, à Istanbul, il y a des archives très importantes qui ont été très peu étudiées jusqu'à maintenant. Elles sont ouvertes, mais peu de chercheurs se sont penchés dessus. Écoutez bien, il s'agit des archives impériales qui contiennent 60 000 volumes de documents, et de toutes sortes de documents, plus 15 millions de documents en feuilles volantes. C'est une somme énorme de savoir, de connaissances, d'histoire, et des chercheurs commencent à se pencher là-dessus, mais le travail est absolument colossal. Alors, on a un autre outil également pour étudier l'histoire des Juifs ottomans. Cet outil s'appelle, voilà, vous pouvez lire, il s'appelle le Defter-i Haqqani. Defter-i Haqqani. Plus connu sous le nom de Tapou. Et Tapou, ça doit vous dire quelque chose. Il y a en Israël un livre cadastral qui s'appelle le Tabou. Et le Tabou, ça vient tout simplement de Tapou. Ça vient de l'époque ottomane. Et ces registres sont un cadastre impérial où sont enregistrés les terres, les populations et les revenus. Et ça va très très loin. Pour chaque province, de Buda jusqu'à Bassora, on a un registre avec le recensement des villes, des populations, ville par ville, village par village, rue par rue, maison par maison, et on a les noms des propriétaires ou des habitants de ces maisons. En tout, ça représente 1500 volumes de 2000 pages chacun. C'est considérable. Et c'est une formidable source de savoir sur l'histoire de la communauté juive. Et c'est ainsi qu'on peut dresser un tableau de ces communautés, là où elles vivaient, quelle était leur organisation, leur importance numérique. On a même souvent le nom des chefs de famille. Et on peut ici, comme ça, établir une composition religieuse des villes. Et je vais vous en donner 3 exemples qui sont très révélateurs de la variété, de la diversité de l'Empire ottoman. En 1520, à Istanbul, donc la capitale de l'Empire ottoman, il y a 16 326 foyers, dont 9 500, je vous laisse c'est très précis, c'est 9 517, on va faire les choses simplement, 9 500 foyers musulmans, 5 200 foyers chrétiens et 1650 foyers juifs.
Donc une minorité juive qui représente à peu près 10% de la population. C'est significatif, c'est conséquent, c'est important. Istanbul. Salonique. Alors Salonique, tout le monde connaît, c'est en Grèce. Ça s'appelle aujourd'hui Thessalonique. Thessalonique, il y a 4863 foyers, dont 1220 foyers musulmans, 990 foyers chrétiens et 2650 foyers juifs. Donc voilà, Salonique, une ville à majorité largement juive, en 1520. Parce que, je vous le raconterai tout à l'heure, 40 ans plus tôt, il n'y avait plus aucun juif à Salonique. Nous allons voir pourquoi. Athènes, qui est aussi dans le giron de l'Empire ottoman, il y a 11 familles musulmanes, 2286 familles chrétiennes et 0 juifs. Donc on a 3 villes de l'Empire ottoman. Dans l'une, la majorité est musulmane, dans l'autre, la majorité écrasante est juive, et dans la troisième, la majorité est plus qu'écrasante et chrétienne orthodoxe. Voilà, ça c'est pour un recensement numérique. On a encore une source de renseignements qui s'appelle les registres Sigil. Voilà les registres Sigil. Alors, qu'est-ce que c'est que les registres Sigil? Ce sont des archives qui sont créées par le cadi. Le cadi est un personnage important, c'est un préfet de région, avec une très grande autorité, avec des fonctions administratives et judiciaires et fiscales. Et grâce à ces sigils, on a un compte-rendu au jour le jour de la composition de ces communautés. Il existe un sigil de Jérusalem qui contient 190 documents datés et qui sont datés alors fin du XVe siècle, entre 1484 et 1486, donc il y a grosso modo 500 ans. Alors là, ces documents-là ont été étudiés par un historien israélien qui s'appelle Amnon Cohen et qui nous donne toutes sortes de chiffres et de références. Je ne vais pas vous noyer là-dessous parce que c'est énorme, mais ça a été soigneusement étudié par cet historien. Voilà grosso modo les sources historiques documentées de l'histoire juive dans l'Empire ottoman. Maintenant, on a vu ça, on va essayer de voir maintenant à partir de ces sources comment vivent ces communautés juives dans l'Empire ottoman. Évidemment, c'est quand même ce qui nous intéresse le plus. Alors, l'histoire des communautés, on va essayer de la voir un peu chronologiquement. Et les plus anciennes communautés de l'Empire ottoman, la question a été posée tout à l'heure, ce sont les communautés romagnotes. Alors, ce sont des juifs autochtones, donc qui sont là depuis très longtemps. L'histoire des romagnotes, on y reviendra quand on parlera essentiellement de Salonique. Plus tard, on y reviendra plus en détail, mais dans les grandes lignes, les romagnotes sont les juifs qui ont quitté Israël probablement au Khurban du Baït Rishon, donc à la destruction du premier temple, très ancienne communauté qui a développé des traditions très particulières qui lui sont propres et qui peut-être, il est possible, soient très proches des traditions qui prévalaient à l'époque du premier temple. Et ces communautés sont allées vers la Grèce et donc Salonique, très ancienne communauté, parlant grec évidemment, présente depuis très très longtemps lors de la conquête des Ottomans. Alors, on trouve les Romagnotes à l'ouest de l'Anatolie. L'Anatolie, je vous rappelle, c'est à l'est de la Turquie, c'est juste avant les monts Taurus qui nous mènent vers la Syrie. On en trouve à Constantinople, en Grèce et dans différentes villes des Balkans. Ils suivent un minhag particulier qui s'appelle le minhag romagna. Et on a des juifs romagnotes ici à Jérusalem. Le gendre de l'ancien grand rabbin de Colmar est un juif romagnote qui s'appelle Jackie Cohen et il est de minhag romagna. Il y a une deuxième vague d'arrivée de juifs dans l'Empire ottoman qui se situe
au tout début, à la fin du 15e, au tout début du 16e siècle. Ce sont des juifs allemands, ashkénazes, d'Allemagne et aussi de France. Les premières mentions qu'on a de ces juifs datent du début du 15e, mais il est fort probable que pas mal de ces gens sont arrivés bien avant le 15e siècle déjà, suite notamment aux croisades. Ils ont fui les croisades, et vous connaissez tout cet épisode, on l'a étudié ensemble. Et donc, il est fort probable que dès le début du 15e siècle, il y ait eu des juifs ashkénazes dans l'Empire ottoman, mais on n'a pas de preuves. Des preuves écrites, des documents datent du début du 15e siècle. Et cette vague de juifs ashkénazes, début du 15e, n'oublions pas, va être submergée, là aussi, par l'arrivée massive de juifs séfarades d'Espagne et du Portugal après leur expulsion à la fin du XVe siècle. Alors, on va créer de nouvelles communautés juives, notamment à Istanbul, où il y a déjà d'anciennes communautés. On en a parlé tout à l'heure, d'origine byzantine. Puis à Salonique, et à Smyrne, et à Andrinople, et en Anatolie et dans les Balkans. Andrinople, c'est l'ancienne capitale de l'Empire ottoman qui a été abandonnée lorsque Constantinople a été conquise en 1453 par les Ottomans et rebaptisée Istanbul. Cette ville d'Andrinople avait déjà une communauté juive et grâce au cadastre, on connaît précisément le lieu, le nombre et la provenance de ces communautés d'Andrinople. En Afrique du Nord, il y a aussi des communautés préexistantes, évidemment, à l'arrivée des Ottomans. Vous savez qu'en Algérie, notamment, il y a toute l'histoire de la Kahéna. On racontera ça quand on parlera de l'Algérie. C'est très ancien. Il y a une migration de Juifs en Cyrénaïque, ce qu'on appelait la Cyrénaïque, Afrique du Nord, Algérie, Maroc, Tunisie, après la destruction du Baït Chéni, peut-être même entre les deux temples, ça c'est pas tout à fait établi, mais donc de très anciennes communautés. Et puis, ces communautés d'Afrique du Nord, du Croissant fertile et d'Égypte vont passer sous tutelle ottomane après leur conquête. Les archives turques ottomanes appellent ces communautés juives préexistantes les Moustariba. Alors, petit papier, les Moustariba, voilà. Moustariba, ce qui veut dire arabisé, pour les distinguer des juifs, pour distinguer les juifs arabophones de Syrie, d'Irak ou d'Égypte, etc., des juifs grecs que les Ottomans connaissent beaucoup mieux. Ils connaissent beaucoup mieux leur culture, ils ont l'habitude de travailler avec eux. Ces juifs arabisants, ils ne les connaissent pas. Donc, c'est quelque chose de... Donc, on les distingue. Ce sont deux groupes différents. Et les hispanophones ou les Grecs sont beaucoup plus familiers des Ottomans parce qu'ils les fréquentent depuis le XIIe siècle. Là, on arrive avec une culture très différente, culture du monde arabe, et évidemment, les Juifs qui vivent dans ces pays sont imprégnés de ces cultures très différentes. Et puis, on a encore d'autres communautés extrêmement intéressantes dans des régions beaucoup plus reculées. Elles sont peu nombreuses, mais elles ont une histoire tout à fait signifiante. Il s'agit d'une part des communautés de langue kurde ou araméenne, qu'on trouve évidemment au Kurdistan, qu'on trouve pour partie en Mésopotamie, donc dans la Babylone actuelle. Il y a une communauté juive de langue araméenne et elles ont un intérêt historique tout à fait important. Alors, les conquêtes et l'immigration sont à l'origine du développement démographique de cette communauté juive de l'Empire ottoman. Et il y a une particularité en ce qui concerne l'immigration juive dans l'Empire ottoman. Les Juifs, à l'inverse de toutes les autres minorités, sont la seule minorité qui est immigrée dans l'Empire ottoman de façon volontaire.
Alors, pas tous, mais il y a une immigration volontaire dans l'Empire ottoman, ce qui n'a pas été le cas ni des Arméniens, ni des chrétiens, ni des orthodoxes, ni des zoroastriens, etc. Il n'y a que les juifs, que des juifs, qui ont volontairement immigré dans l'Empire ottoman et choisir de devenir sujet ottoman. Pourquoi? Eh bien, pour deux raisons. D'abord, l'Empire ottoman, en pleine expansion, a une réputation de tolérance. Et effectivement, l'Empire ottoman sera longtemps assez tolérant, nous l'avons déjà vu. La musique va changer quand l'Empire va décliner. Processus traditionnel. La deuxième raison, c'est que cet Empire ottoman est puissant économiquement et donc il y a des facilités de se développer en économie dans le commerce international en s'installant dans l'Empire ottoman. Donc on a une immigration volontaire de Juifs dans l'Empire ottoman. Et c'est comme ça que pendant des siècles, il y aura un permanent afflux de Juifs vers l'Empire ottoman. Alors évidemment, une arrivée massive à la fin du XVe, début du XVIe siècle lors de l'expulsion des Juifs d'Espagne, mais ensuite, un flot continu de Juifs qui viendront, vous allez voir. C'est étonnant d'où ils viennent, je vais vous raconter ça. Cela dit, les migrations ne sont pas toujours volontaires. Et des registres apparaissent où il y a des groupes de juifs de catégorie surgun. Ah, ça c'est quelque chose d'important. Surgun. Surgun, c'est un système politique propre à l'Empire ottoman qui signifie exil, expulsion, déplacement, transfert obligatoire de population d'un endroit à un autre. C'est un système politique propre au gouvernement turc, au gouvernement ottoman, auquel il a très souvent recours, qui concerne un individu ou une famille ou un groupe de familles ou une tribu nomade par exemple, ou une population entière ou même tout un district. Donc vous voyez que c'est quelque chose d'extrêmement important. Ça va d'un individu à quelques milliers de personnes qu'on va déplacer en fonction des besoins politiques, économiques ou sécuritaires de l'Empire. Alors, les motifs de déplacement sont différents. Et ils peuvent être d'ordre pénal, c'est-à-dire quelqu'un qui a été puni, qui a fait quelque chose, on l'expulse, on l'exile dans les contrées lointaines près des frontières pour en être débarrassé. C'est de loin pas le cas le plus courant, mais c'est arrivé. Le plus souvent, les raisons sont politiques, sont des raisons d'État, et il faut noter que ces mesures ne sont pas vues comme des mesures punitives, sauf l'expulsion de quelqu'un qui a commis un délit, et ces mesures concernent toute la population ottomane, c'est-à-dire les juifs, mais aussi les chrétiens, et aussi les musulmans turcs. Ça concerne tout le monde, c'est un système de gestion de l'Empire. Ce n'est pas une mesure a priori punitive. C'est très important de le comprendre de cette façon-là, mais ça explique beaucoup de mouvements de population, de va-et-vient considérables que nous allons étudier. Alors, les motivations peuvent être d'ordre économique, par exemple l'installation de paysans colons dans des régions conquises peu habitées, donc il faut les exploiter. C'est entre autres d'ailleurs, mais ce n'est pas l'objet du cours ce soir, la raison de l'arrivée assez importante de musulmans en Israël une fois que les Juifs étaient là. Bien sûr, avant, ça ne les intéressait pas. Et tout à coup, les Turcs, les Ottomans ont décidé qu'il était nécessaire de mettre en œuvre le travail et de défricher cette terre. Donc, à ce moment-là, on a permis à des musulmans de partout, qu'on appelle aujourd'hui les Palestiniens, qui n'ont aucune attache ici, mais c'est un autre débat, on ne va pas en parler maintenant. Donc, on va envoyer des paysans colons, on va envoyer des bergers nomades, parce que les troupeaux vont défricher aussi des terres qui sont incultes, où il y a des raisons stratégiques.
par exemple, éloigner une population frontalière qui n'est pas très fiable et la remplacer par une population beaucoup plus fidèle, réputée plus fidèle au pouvoir central. Et puis, ça va toucher évidemment des familles juives. Après la conquête d'Istanbul, donc de Constantinople qui devient Istanbul, 1453, beaucoup de Juifs sont transférés d'Anatolie et des Balkans vers Istanbul. Pourquoi? C'est la nouvelle capitale et les Juifs sont réputés entreprenants, travailleurs, capables, compétents, et donc il faut développer cette capitale. Donc on va ramener beaucoup de Juifs d'Anatolie et des Balkans en direction d'Istanbul. Et les registres montrent qu'à cette occasion, il y a beaucoup de villes qui ont été pratiquement vidées de leurs Juifs. Les communautés ont disparu, notamment en Anatolie et dans les Balkans. Au même moment où on amène des gens à Istanbul, on expulse de la Corne d'Or une centaine de familles juives de Gênes. Qu'est-ce que c'est que la Corne d'Or? Beaucoup d'entre vous savent ce que c'est. C'est un petit isthme maritime qui frôle Constantinople ou Istanbul, et c'est là que se trouve la ville de Byzance. Très riche, très beau, très luxuriant. Et donc on expulse une centaine de familles de cette Corne d'Or vers Istanbul. Voilà. Et puis on envoie beaucoup de Juifs à Salonique. À Salonique, c'est un centre. Pour avoir là-bas une population plus sûre que les orthodoxes qui viennent d'être dominés et une population entreprenante sur le plan économique. Et de fait, les Juifs à Istanbul vont amener le développement économique de la ville et enlever le monopole des affaires aux chrétiens qui ne sont pas très sûrs. Alors, du point de vue des musulmans, les chrétiens sont une concurrence beaucoup plus forte que les juifs parce qu'ils sont numériquement très importants. Et donc, dans un premier temps, on verra que plus tard, ça va changer, mais dans un premier temps, ils cherchent à émousser l'agressivité des chrétiens en confiant les rênes de l'économie à des juifs qui sont capables, compétents et entreprenants. Et nous avons là aussi un recensement qui est assez intéressant sur Istanbul. En 1467, il y a à Istanbul 1647 foyers juifs qui représentent 10%, 11% de la population. 60 ans plus tard, on est passé de 1640 foyers à 8070 foyers juifs. Donc c'est énorme, une progression très rapide, très importante. Et à la fin du XVIe siècle, donc une cinquantaine d'années plus tard, un voyageur allemand estime la population juive d'Istanbul à 36 000 individus. C'est considérable, c'est une grande ville là, avec une très grosse communauté. Alors, au début du XVIe siècle, la même politique va être pratiquée à Salonique. Salonique, c'est encore un autre problème. Salonique a été conquise par les Ottomans en 1430. Et puis après, la puissance vénitienne, au milieu vers 1460-70, est venue conquérir Salonique. Et du coup, tous les Juifs sont partis. Alors, ils sont partis parce qu'avec les Vénitiens arrivent les chrétiens catholiques et l'Inquisition. Or, parmi ces Juifs de Salonique, beaucoup sont d'anciens marins. Donc, on s'égaye dans la nature, on disparaît. 1478, d'après le registre, nous l'avons vu tout à l'heure, il n'y avait pratiquement pas de Juifs à Salonique. 1480. 40 ans plus tard, 40 ans, ce n'est pas beaucoup, on a 4000 familles juives. On a en 1519 24 communautés juives différentes à Salonique. 24, c'est un nombre énorme. Et ce qui est intéressant, c'est que chaque communauté porte le nom d'une ville. En fait, c'est le nom de leur ville d'origine. Donc, on a créé des communautés définies par leur ville d'origine, comme plus tard en Amérique, ça c'est au XXe siècle,
les communautés juives de Pologne vont créer des Vereins, des associations portant par ville d'origine et pour se retrouver entre gens du même point de départ. Alors, les Juifs représentent à Salonique en 1519 la moitié de la population, 4073 foyers exactement. En 1613, un siècle plus tard, on recense 5163 noms et les Juifs représentent 68% de la population. Donc c'est important. Et puis, au même moment, il y a la conquête de Rhodes, où on va retrouver des Juifs romagnotes, 1523, et la conquête de Chypre en 1571. Et ces conquêtes-là sont suivies de massifs transferts de Juifs vers ces nouvelles provinces, toujours pour la même raison, pour développer donc des Juifs qui sont surgoun. Encore une fois, ça n'est pas punitif, c'est un système politique pratiqué par les Turcs ottomans. Voilà, Landsmannschaften, oui, très juste, absolument. Alors, à propos de Chypre, quelques petites précisions, parce qu'il y a une histoire assez intéressante. Il y a les premiers décrets pour repeupler Chypre concernent les paysans turcs. Vous voyez, il ne s'agit pas de juifs là, qu'on envoie massivement dans les campagnes pour éviter que les campagnes et la production agricole soient uniquement entre les mains de Grecs orthodoxes. Donc on envoie dans un premier temps des paysans turcs. Dans un deuxième temps, on va envoyer des bergers turkmènes qui sont originaires d'Anatolie, qui sont des nomades et dont le rôle est d'amener des troupeaux pour débroussailler, encore une fois, c'est un bon système. Au lieu d'utiliser un bulldozer, on utilise des moutons, on fait d'une pierre deux coups, on nettoie et on a de la viande pour manger. Et c'est à partir de 1576, donc 5 ans après la conquête de Chypre, qu'un ordre est donné au gouverneur du district de Tzfat, de Safed, d'envoyer, écoutez bien, 1000 juifs riches avec leurs biens et leurs familles. Alors pourquoi 1000 juifs riches? Parce que pour développer le commerce et l'économie, il faut des sous. Donc ils doivent partir avec leurs biens et s'installer. Et un an plus tard, il y a encore une fois un ordre d'envoyer 500 familles parmi les plus fortunées, familles juives, toujours de Tzfat, et ordre est donné au gouverneur de Chypre, le cadi, écoutez, c'est intéressant, de prendre des mesures pour aider à leur installation. Et on peut lire dans la lettre qui est envoyée au cadi, dans l'intérêt de l'île de Chypre, mon ordre a été écrit d'enrôler et d'envoyer 500 familles juives de Tzfat. Il est bien précisé qu'il s'agit de familles juives aisées, riches. Alors finalement, les Juifs de Safed ne seront pas déplacés. Il y a des amis influents qui vont user de moyens qui ne sont pas consignés dans les documents d'archives. Vous pouvez vous imaginer de quoi il s'agit. Et qui font renoncer finalement les Turcs à leur projet d'envoyer en Surgun 1500 familles juives de Tzfat vers Chypre. Mais le gouverneur de Chypre, il a droit à une compensation. Alors, voilà ce qui se passe. En 1579, quelques années plus tard, donc, il y a un groupe de Juifs de Salonique qui voyage pour aller à Tzfat, un groupe assez important, et on lui donne l'autorisation de les bloquer à Chypre et de les obliger à s'installer, évidemment en les aidant avec les bonnes conditions, mais ils sont obligés de rester à Chypre. Mais c'est une très petite compensation, c'est quelques dizaines de familles, ça n'a rien à voir avec les 5500 familles qui devaient partir de Tzfat pour s'installer à Chypre. Voilà pour la petite histoire de Chypre qui est voilà. Alors, les Ottomans ont besoin de Juifs pour la colonisation et pour le développement de l'Empire. Et si les Juifs rechignent à bouger, ça arrive quand même de temps à autre qu'ils ne sont pas tout à fait d'accord, alors on s'en procurera par des conquêtes. Et par exemple, après la prise de Belgrade en 1521 et la prise de Buda
en 1541, des milliers de juifs et de chrétiens aussi, sont contraints de s'installer à Andrinople, à Smyrne, à Salonique et à Istanbul. D'après un chroniqueur turc, mais aussi d'après un chroniqueur juif qui s'appelle Yosef HaKohen, ces juifs ont été volontaires, donc pas forcés, transportés par bateau via le Danube, et les registres après cette date indiquent la présence de juifs de Buda. Donc effectivement, les registres ottomans nous confirment cette immigration de juifs hongrois, c'est loin quand même, c'est une toute autre culture, et qui viennent s'installer dans l'Empire ottoman. Au XVIIe siècle, on assiste à des transferts de volontaires, de juifs volontaires de Pologne. Alors toujours attirés, tolérance c'est peut-être déjà un petit peu moins vrai, mais en tout cas par le développement économique de l'Empire ottoman, ça c'est certain. Donc des transferts de juifs polonais volontaires, et par exemple la ville de Kirk-Kilis, voilà, Kirk-Kilis, qui est en Anatolie, une ville turque, qui se situe entre Istanbul et Andrinople, est presque entièrement peuplée de juifs de Podolie, et la langue qu'on parle à Kirk-Kilis, c'est le yiddish, en plein Empire ottoman. C'est quand même assez curieux, assez amusant. Bien. Donc voilà pour les juifs de Kirk-Kilis. Et il y a eu quand même des transferts forcés par les Ottomans vers l'Anatolie, depuis la Grèce, depuis les Balkans et depuis l'Europe centrale. Et d'un autre côté, des installations spontanées en provenance de pays chrétiens d'Europe. Ça, c'est vraiment des immigrations volontaires. On a bien entendu vu l'Espagne et le Portugal. On vient de parler de la Pologne, mais l'Italie, l'Allemagne et la Hongrie verront beaucoup de Juifs immigrer volontairement vers l'Empire ottoman, qui leur semble un havre de paix, ce qui est plus ou moins vrai à un certain moment. Nous reste à voir, avant d'entrer dans l'étude pays par pays, dans la mesure où on y arrive, vous allez voir, c'est pas simple, les institutions communautaires qui régissent les Juifs de l'Empire ottoman. Alors, au XIXe siècle, est instauré le système du millet. Voilà le millet. C'est pas du mil, c'est du millet. Le millet, c'est un système qui régit déjà les communautés orthodoxes et les communautés arméniennes. Et ce système attribue à ces communautés religieuses un gouvernement interne autonome avec un droit de regard total sur leurs lois religieuses et leur statut personnel. À la tête du millet juif se trouve un nom que beaucoup d'entre vous connaissent, le Chacham Bashi. Chacham Bashi, c'est le grand rabbin. Le grand rabbin, mais ce n'est pas le grand rabbin de Turquie. Quoi qu'on en dise, ce n'est pas le grand rabbin de Turquie, c'est le grand rabbin des grands centres communautaires. C'est un grand rabbin qui est confirmé par décret impérial. Il a le statut, les prérogatives et les devoirs identiques à ceux du chef spirituel des églises grecques et arméniennes. Donc, c'est un personnage qui a du poids. C'est au fond l'équivalent de ce personnage en Babylonie dans le temps, qui était un Gaon et qui avait toute autorité sur les Juifs de Babylonie. Il y a une histoire qui se raconte, mais qui semblerait être une légende. C'est qu'en fait, c'est Mehmet le conquérant. Mehmet, c'est celui qui a conquis Istanbul en 1453. Et après la prise de cette ville, c'est lui qui a institué cette charge et reconnu Rabbi Moïse Kapsali. Rabbi Moïse Kapsali. C'est quoi ça? Ashgaluta, oui. Grand rabbin, c'est là qu'on a un doute. Grand rabbin de l'Empire ottoman, mais c'est très douteux. Probablement, il a été confirmé dans son rôle de grand rabbin d'Istanbul. C'est ce qui semble le plus probable.
Et les archives turques et également des tchouvot nous donnent une image différente, justement. Les Juifs de l'Empire sont regroupés à l'époque en kehilot, comme partout, chacune vivant dans son quartier ou dans sa ville, avec sa synagogue et son propre rabbin qu'on appelait le Chacham. Donc, il est fort probable qu'on ait dans l'Empire ottoman un grand rabbin qui couvre tout cet empire qui est énorme. Et d'ailleurs, ce système prévaut également pour les non-juifs qui ont également un évêque par paroisse ou par diocèse, je ne sais pas exactement comment que ça marche. Donc, c'est un petit peu le même système. Alors, les kehilot juives portent le nom de leur ville d'origine, nous l'avons déjà vu, et je voudrais quand même vous l'énumérer un petit peu parce que ça donne une idée de cette diversité de la communauté juive de l'Empire ottoman. Nous avons à Andrinople la Kehila Catalogne, Portugal, Allemagne, Espagne, Apulie, Tolède, Aragon, Sicile, Italie, Buda. Il y en a pour tous les goûts. Des Ashkénazes, des Polonais, des Séfarades, des arabophones, il y en a pour tout le monde. C'est énorme, cette diversité. À Salonique, les communautés se nomment, écoutez, c'est encore bien plus compliqué, Espagne, Sicile, Maghreb, Lisbonne, Italie, Otrante, Catalogne, Aragon, Apulie, Provence, Castille, Évora, Allemagne, Calabre, Saragosse, Corfou. C'est phénoménal. Donc on voit là l'origine, et c'est ce qui est curieux de voir là-dedans. Je ne sais pas si dans les communautés contemporaines, on fait comme ça le compte de l'origine des Juifs des communautés, ou si on crée une communauté par origine géographique. C'est tentaculaire. Istanbul, c'est pareil. Sauf qu'à Istanbul, il y a encore pas mal de gens qui viennent de communautés des Balkans. On trouve aussi des communautés juives hongroises et allemandes, qu'on appelle Alaman, à Andrinople, à Tzfat et à Istanbul. Ne soyez pas étonnés que je vous parle de Safed, parce que Tzfat fait partie de l'Empire ottoman. Et nous avons des enregistrements de ces communautés alaman ou hongroises. Et puis, il y a des communautés qui n'ont pas de nom d'origine, qui ont des noms hébraïques, aucune origine géographique, et en fait, il s'agit de communautés autochtones préexistantes à l'Empire ottoman, comme par exemple les Romagnotes, et de langue grecque. Mais ces communautés vont être très très vite absorbées, là aussi, par l'arrivée des Juifs séfarades. Maintenant, cette diversité d'origine va provoquer forcément, je n'ai même pas besoin de vous le dire, des scissions, des discussions. Vous savez que deux Juifs sont ensemble, il y a trois opinions. Alors évidemment, quand il y en a autant, ça ne devait pas être tous les jours très triste dans les communautés. À Salonique et à Andrinople, par exemple, il y a deux communautés catalanes enregistrées sous le nom de Vieille Catalogne, Nouvelle Catalogne. Donc ça correspond à des Juifs catalans qui ont immigré de très ancienne date et les nouveaux immigrés après l'expulsion. Et ça donne naissance à deux communautés différentes et qui vont se chamailler correctement, alors qu'ils sont originaires de la même ville, qu'ils ont un passé commun. Et on va évidemment avoir des petites discussions. Alors, très rapidement, il y aura rupture entre les Juifs autochtones de langue grecque, ça nous l'avons déjà vu, et les immigrants européens, essentiellement donc les Juifs séfarades. Les Juifs séfarades, ce n'est pas vraiment les gens les plus tolérants qui soient. C'est une grande intelligence, une grande culture. On a eu des Talmidei Chachamim, on a eu des penseurs magnifiques en Espagne, mais ils ne font pas tellement preuve de tolérance. Et par exemple, ils appellent les Juifs autochtones les Toshavim
ce qui, dans la bouche des juifs séfarades, a une connotation extrêmement péjorative. Alors évidemment, voilà, on les appelle aussi les grigos, les grecs en espagnol. Et les grigos, eh bien, ils ne vont pas rester en reste, évidemment. Et ils vont appeler les immigrants d'Espagne les megorachim, les expulsés. Ce n'est pas très sympathique non plus. Donc vraiment, il y a un vrai mépris, mais ce n'est pas moi, juif alsacien, qui ai le droit de porter un jugement là-dessus, parce que les juifs alsaciens n'ont pas été tellement plus sympathiques avec les juifs allemands et même pas avec les juifs polonais et même pas avec les juifs allemands avant la guerre. Donc, j'ai juste le droit de me taire. Je vous raconte une histoire. C'est tout. Voilà. Alors, aucun document n'atteste au XVe ou XVIe siècle d'un grand rabbinat dans l'Empire ottoman. Donc, nous avions un grand rabbinat à l'époque de Mehmet, 1453. Là, nous sommes fin du XVe et au XVIe siècle. Nous n'avons pas de grand rabbinat attesté par des documents de l'Empire ottoman. Et on suppose, dans un premier temps, donc, que Mehmet le Conquérant a simplement confirmé le grand rabbin d'Istanbul qui s'appelait Moïse Kapsali comme grand rabbin d'Istanbul, voilà. À la mort de Rabbi Kapsali, il y a un successeur qui est le Rav Eliaou Mizrahi. C'est un juif romagnote dont la juridiction est probablement également limitée à la ville d'Istanbul. Et seulement ce privilège d'avoir un Chacham Bashi, vous imaginez bien que pour les Ottomans, ça a un prix et il y a un impôt à payer. L'impôt qui est payé par la communauté pour avoir le droit d'avoir un Chacham Bashi qui assure quand même une certaine autonomie à la communauté, cet impôt s'appelle le Rav Aksesi. Le Rav Aksesi. Je ne sais pas si mon accent turc il est très bon, mais ça s'appelle comme ça. La redevance du rabbin, et qui est payée par la communauté. Alors, à la mort de Rabbi Mizrahi, il y a des divergences, ça ne vous étonne pas, entre les différents groupes communautaires, et on n'arrive pas à se mettre d'accord pour désigner un grand rabbin. Pas même seulement un grand rabbin d'Istanbul, rien. Et cette situation va perdurer, donc on est là au XVe siècle, fin du XVe, jusqu'en 1834, où le sultan va désigner d'autorité un grand rabbin pour le pays. Samuel de Médina, qui était rabbin de Salonique entre 1506 et 1589, nous dit la chose suivante. Nous ne savons pas si le sultan a imposé ou si les Juifs ont demandé d'avoir un grand rabbin. Mais les Juifs se sont engagés à payer cet impôt que je viens de vous citer. Le privilège de grand rabbin ne durera pas devant notre incompétence à nommer un nouveau grand rabbin, mais les Juifs continueront de payer cet impôt jusqu'en 1834, sans bénéficier d'un Chacham Bashi. Voilà, je crois que je vais m'arrêter ici pour ce soir, sinon vous allez être fatigués. Dans 15 jours, nous parlerons de l'apport culturel, technologique, médical des Juifs à l'Empire ottoman, et puis on va progresser dans notre histoire. Maintenant, si vous avez des questions, je suis toujours disponible. Et les Juifs de Corfou, où est né Albert Cohen? Pardon? Les Juifs de Corfou, où est né Albert Cohen. Oui, tout à fait, absolument. Rentre également dans l'Empire ottoman. Bien sûr, absolument. Autre chose, c'était assez clair? Est-ce que les Juifs polonais ont continué à parler yiddish jusqu'à… Non, 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 c'était au départ. C'était au départ. Après, il y a de nouveau eu des surgounes sur les Juifs d'Andrinople et ils se sont noyés dans la masse. En fait, l'inflexion de la communauté juive ottomane a été nettement donnée par les Juifs séfarades et avec toute leur culture. On va voir d'ailleurs que
et il va y avoir une production littéraire séfarade dans l'Empire ottoman, pas très significative, pas très importante, mais par contre, les Juifs séfarades qui seront arrivés auront amené avec eux des textes qui ont été oubliés en séfarade, qui ont été transmis par la mémoire et rapportés dans la liturgie séfarade ottomane. Quelle a été l'attitude des Turcs pendant la guerre avec les nazis? Les Turcs, ils étaient côté allemand, hein, d'abord. Ils ont déporté tous les Juifs turcs? Pardon? Est-ce qu'ils ont déporté tous les Juifs turcs? Non, pas tous, pas tous. Mais bon, la grande déportation, c'était les Juifs de Salonique. Oui, mais Salonique, Ça, c'était plus les Turcs, là. C'était l'ancien Empire ottoman, c'était plus les Turcs. Mais bon, les Turcs étaient tout à fait pas très engagés dans le giron nazi, mais certainement pas non plus engagés dans le giron des Alliés, hein, clairement pas. Et il ne faut pas oublier que les Turcs venaient de ramasser une grande claque. En 1923, l'Empire turc a été totalement, l'Empire ottoman a été démantelé. Les Turcs, c'était plus rien à ce moment-là. Ça se réduisait à une portion congrue. Ils étaient complètement exsangues. Mais par contre, c'est en Turquie, et avant la Turquie, c'est en Afrique noire, que les Allemands, notamment un des chefs d'Auschwitz qui s'appelait Stangl, a fait ses premiers essais de massacre de masse. D'abord, il a détruit 2 tribus noires totalement éradiquées en Afrique noire. Et ensuite, les méthodes utilisées contre les Arméniens par les Turcs en 1915 ont été directement inspirées par des Allemands. Et c'est là qu'ils se sont aussi formés pour la suite. Dans la province de Sassouli. Oui. Et j'ai un exemple de Chacham Bashi du temps de Herzl, qui était originaire du Maroc. Et chaque fois qu'on prononçait le nom de Herzl devant le sultan, il crachait par terre pour montrer son dégoût. Et il a donné l'ordre de mettre en kherem et de ne pas rencontrer Herzl quand il est allé à Jérusalem. Ben, ce que tu dis, c'est intéressant parce que tu soulèves un problème que beaucoup de nos amis d'origine marocaine ne savent peut-être pas. C'est que finalement, et je l'ai dit tout à l'heure, le Maroc n'est pas tombé dans le giron de l'Empire ottoman. Et le destin de la communauté juive marocaine a été très différent, a été un destin extrêmement cruel. C'est leur situation dans le royaume du Maroc a été catastrophique pendant toute l'histoire, jusqu'à l'arrivée des Français. Je ne dis pas que les Français soient nos grands amis, mais enfin, ils avaient quand même des méthodes un peu plus humaines, un peu plus civilisées. Ça a été une période extrêmement difficile. Le Mellah est une invention du Maroc qui n'a jamais été imposée dans les autres pays arabophones. Alors, il y a eu, bien sûr, des Juifs se sont mis par atavisme dans un quartier. Parfois, on les a aussi mis pour les protéger, vraiment pour les protéger. Mais au Maroc, c'était une décision tout à fait humiliante et voulue par le roi du Maroc ou par le sultan du Maroc. L'histoire des Juifs du Maroc est une histoire très triste. Contrairement à ce qu'on dit, il y a un souvenir ému de notre vie au Maroc. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Peut-être dans les toutes dernières années et encore. Et encore. Mais ça, c'est pour un petit peu plus tard. On va y venir bientôt, pays par pays. Hazakavour, Chag Sameach. Voilà. Merci, Georges. Merci. Avec plaisir, Maxime. Vadim le Simcha. Vadim le Simcha, Chagim Manim le Sasson. À tout le monde. Avec plaisir et à dans 15 jours. Merci beaucoup, Vadim le Simcha. Merci Johan. Toujours gentil et disponible. C'est sympa. Leitraot. Leitraot. Okay.